Salut tout le monde. Salut, comme convenu, l'enregistrement, le replay va être à 7 heures. On va aborder le bâtiment durable de la session, cette première session. Cette session sera décomposée en deux sessions parce que le concept de santé et confort est très large, donc on va l'aborder en deux sessions. La première session, on va aborder des termes et des notions principales avec des conseils et des astuces super intéressantes. Donc, bienvenue. On va parler des matériaux de construction, comme on a parlé, si vous recevez les vidéos dans la chaîne YouTube, les premiers vidéos sont abordés avec les matériaux de construction, mais d'une façon générale. Aujourd'hui, on va aborder la pollution chez les matériaux de construction qui va nuire notre santé de un et aussi nuire notre confort. Donc, les pollutions des matériaux, c'est très important. Pour avoir dans un bâtiment durable, il faut éviter les matériaux toxiques ou polluants. Donc, merci pour votre attention et bienvenue. J'espère que vous êtes que vous avez de l'enthousiasme pour continuer cette amusante session. Donc, les pollutions chez les matériaux de construction, c'est quoi? On, pourquoi on met la relation entre les matériaux de construction et la santé? Donc, les matériaux de construction, généralement, l'isolation, les traitements de surface, tous ces matériaux génèrent des effets toxiques et ces effets toxiques ont des impacts négatifs sur la santé humaine. Donc, les occupants de bâtiments, euh, de bâtiments vont avoir des effets néfastes sur leur santé et des maladies. De un. Donc, l'usage de certains produits de construction, à la fois, elle engendre pas seulement sur la santé, mais aussi sur l'environnement, quel que soit à court terme ou à long terme. Donc, un habitat sain, donc, avant tout, il doit être construit avec des matériaux non toxiques et non polluants. C'est ça la construction durable. Et ce n'est pas incompatible avec une architecture bioclimatique. On sait bien que l'architecture bioclimatique économise l'énergie à travers l'utilisation des énergies renouvelables. Donc, il ne faut pas confondre entre un matériau naturel, matériau écologique, matériaux issus du recyclage. Toutes ces différents termes sont très différentes de côté santé. Donc, ne sont pas forcément autant sans danger pour la santé. On ne peut pas dire un matériau naturel ou aussi de recyclage si c'est pas forcément qu'il est bien pour la santé. Mais non, elle présente aussi dans les matériaux de construction aussi et durables des effets qui construisent un effet négatif pour la santé. Donc, pour avoir une idée claire sur ça, il faut spécifier certains critères pour définir vraiment un matériau sain. Pour avoir une idée éclaircissante sur la pollution des matériaux et sa relation avec notre santé, avec la santé humaine. Donc, certains critères sont très intéressants. Ce sont des critères avec des réglementations sur les bâtiments sains. Ces critères définissent vraiment un matériau qui est sain et qui n'engendre pas de danger pour la santé humaine. Donc, il faut, premièrement, l'émission de CO2 et de l'aldéhyde. Ce sont
ce sont des effets qui donnent comment dirais-je, ce sont des effets qui produisent avec les matériaux, mais qui donnent des effets négatifs sur notre système respiratoire. Car on le respire avec le nez, donc elle engendre dans l'air, elle n'est pas visible, donc toutes ces émissions sont des émissions toxiques. L'émission aussi de fibres et de particules de suspension sont des émissions aussi qui, qui ont des critères pour définir un matériau sain. Le comportement en présence d'humidité. On va définir tout ça. Le comportement en présence d'humidité aussi, un des certains critères. Le comportement à la chaleur à l'intérieur de bâtiments et le facteur de développement de micro-organismes, quels que soient toxiques ou des micro-organismes allergisants qui donnent des effets allergiques. Et aussi, et le plus dangereux, ce sont les émissions radioactives. Oui, il y a des matériaux de construction qui font des émissions radioactives qui sont très dangereuses pour la santé humaine. Donc, tous ces critères définissent bien le degré de sanité de matériaux à utiliser dans notre bâtiment. Il faut faire attention à tous ces critères. Donc, aujourd'hui, on va découvrir tout ça à travers 3 piliers de cette première session, première partie. On va parler de cette pollution des matériaux dans les matériaux d'isolation, de 1. Deuxième pilier, ce sont les enduits qu'on utilise dans le bâtiment. Et troisième pilier, ce sont les matériaux de protection et de traitement de bâtiments, qui sont très intéressantes. Donc, la question qui se pose, quels sont les critères pour définir un matériau sain? On a fait ça, bien sûr. On va débuter avec les matériaux d'isolation. Les matériaux d'isolation dans le bâtiment se composent de deux parties. Ce sont l'isolation par l'extérieur et l'isolation de sol. Il faut faire de l'isolation dans tous les cas. C'est une geste écologique pour un bâtiment durable. Donc, lorsqu'on isole notre logement, c'est économique à la fois, mais aussi il réduit la consommation d'énergie et il a aussi des facteurs pour le chauffage et aussi pour limiter le recours aux combustibles fossiles. Mais est-ce qu'il y a des recommandations à des certains matériaux à utiliser? Oui, il faut bien utiliser des isolants naturels comme le liège, le panneau de cellulose, les fibres de bois qui sont très naturelles et renouvelables, et les laines de roche ou de terre. Tous ces types de matériaux, ce sont des isolants qui protègent en même temps le bâtiment, qui isolent le bâtiment et aussi protègent la santé humaine, la santé des occupants de bâtiments. Donc, on va débuter avec l'isolation par l'extérieur, qui est le moins coûteuse et plus efficace pour isoler notre bâtiment. Donc, on va faire ça à l'extérieur, bien sûr. Mais il n'y a aucun point thermique avec l'isolation à l'extérieur, donc aucune condensation et aucune moisissure. Ce sont des pathologies qui s'injectent dans le bâtiment. Donc, ce n'est pas négligeable avec ce concept, car les murs, s'ils ne sont pas isolants, ils vont engendrer des ponts thermiques. Et aussi, ils vont avoir d'énormes réservoirs d'énergie thermique. Donc, notre bâtiment n'est pas dans la réglementation durable. Donc, aussi la chaleur qui est dissipée par l'isolation par l'extérieur, surtout par le chauffage.
Pourquoi? Pour le restituer à l'intérieur pendant seulement 24 heures, la 24 heures suivante. C'est une période réglementée pour restituer le chauffage. Aussi pour la saison estivale, l'isolation par l'extérieur, surtout de bon côté du mur, elle préserve la fraîcheur de la maison, donc et une qualité de santé, elle assure de confort pour les occupants, et aussi des rayons ardents de soleil. Donc les occupants sont en mode confort et en mode sain. Donc, c'est ça l'isolation par l'extérieur. L'isolation de sol. L'isolation de sol, c'est une autre partie, mais elle est très primordiale. Pourquoi? Parce qu'il y a la fuite thermique par le sol qui est à peu près de 7%. Donc, il faut utiliser de l'isolation de sol. À travers quoi? À travers les panneaux de liège ou des panneaux de fibres de bois qui sont très naturels pour le sol et sont aussi avantageuses pour les occupants. On peut aussi le remplacer avec autre alternative qui est le polystyrène. On va parler de deux types d'isolation. Les laines, quelle que soit laine de verre ou de roche, et les polystyrènes ou le polyuréthane. Ce sont deux matériaux principaux pour assurer l'isolation de sol, mais qui ont aussi des inconvénients pour la santé et le confort des habitants. Donc, le laine de verre et de roche. Le laine de verre, il est très irritant pour la peau et pour les voies respiratoires. Oui, donc c'est de 1, surtout la respiration. Aussi, les fibres sont sujettes au tassement. C'est un inconvénient. Aussi, elles sont appréciées des rongeurs dans certaines conditions. Et aussi, ce type d'isolant, il nécessite d'importantes quantités d'énergie pour leur fabrication, surtout. Et, l'inconvénient le plus négatif pour l'environnement aussi, c'est qu'il ne se recycle pas. Il se recycle plutôt d'une manière très mal, assez mal, pas facile dans la procédure de recyclage. Donc, ce sont des inconvénients qui présentent ce type de laine de roche. Pour le polyuréthane et pour le polystyrène, c'est pour l'isolation de sol aussi, et ne laisse pas migrer le gaz et l'humidité. Il crée des ponts thermiques. Aussi, il produit des COV. On a parlé ça, ce sont des critères de le COV. Ce sont des aldéhydes qui se propagent dans l'air. Aussi, le polyuréthane, on sait très bien qu'il se produit avec des mousses. Et ces mousses contiennent des isocyanates. Ce sont des produits néfastes qui peuvent provoquer des allergies, surtout pour les personnes qui ont des maladies allergiques antécédentes. Donc, ces mousses, ils sont très néfastes pour les personnes qui ont des allergies. Et aussi, ce type de matériau, il est non biodégradable, donc il ne manifeste pas dans le recyclage et l'impact à l'environnement. Donc, tous ces matériaux présentent vraiment une pollution pour le bâtiment, mais aussi une pollution pour la santé humaine. Donc, on va parler aussi des enduits. On ne peut pas faire notre bâtiment sans faire de l'enduit pour protéger. Donc, il y a plusieurs actes d'enduit, quel que soit à base d'argile ou de chaux, mais
La plus populaire, ce sont le chaux et l'argile. On va parler de deux alternatives. Le chaux, au contraire, il présente un matériau naturel et ne provoque pas des effets négatifs pour la santé humaine. Donc, c'est un matériau ancien aussi. Il est utilisé par l'homme depuis plusieurs temps. Donc, il est facile aussi dans son mise en œuvre. Et aussi, il crée des ambiances saines et naturelles. Autrement dit, il fait respirer les murs de bâtiments. Donc, il y a une, euh, une, euh, une extraction d'air saine pour les occupants et aussi pour les vapeurs d'eau, car les vapeurs d'eau, elles peuvent nuire la respiration des occupants. Donc, autrement, le chaux, c'est un enduit qui présente une faible adhérence aux poussières, surtout pour les personnes qui ont des allergies. Lorsqu'ils utilisent de l'enduit à base de chaux, il n'y a pas de provocation des poussières. Autrement, il détruit aussi les micro-organismes, quels que soient des micro-organismes respiratoires. Pourquoi? Parce que l'enduit avec le chaux, il a un pH important. Et lorsque le pH est important, il n'y a pas des effets négatifs pour la santé. Dans la chimie, le pH doit être gradué de 1 à 14, puisque le pH de chaux il est à 12, donc il est convenable pour la santé des occupants. Ce sont des avantages très importants pour utiliser vraiment ce type d'enduit dans le bâtiment durable. Autre alternative qui est l'argile. On sait très bien que l'argile est naturelle, oui, mais malheureusement, il est déconseillé pour son utilisation dans les chambres d'enfants, surtout dans les bâtiments. Il faut éviter le plus possible d'utiliser de l'argile dans les chambres d'enfants. Pourquoi? C'est tout simplement l'argile, c'est utilisé comme enduit, comme le plâtre. Elle est aussi mieux absorbée avec les bruits. Il ne produit pas de bruit. Il absorbe de bruit, mais il est moins résistant mécaniquement. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser dans les chambres d'enfants, car elle risque d'être grattée par les petites mains, surtout. Et lorsqu'on gratte l'argile par les petites mains, il y a des effets négatifs pour la peau. Donc, autrement, il faut l'utiliser dans les salons, les autres chambres, les chambres pour les adultes, c'est mieux conseillé. Donc, autre astuce qu'il faut utiliser chez l'argile pour éviter l'effet négatif pour la santé humaine, c'est il faut malaxer l'argile avec le sable et le paille haché. Par cette façon, on obtient un enduit vraiment performant, isolant et un enduit aussi positif et naturel pour la santé humaine. Donc, l'argile, c'est un enduit intérieur qui est très utilisé, très à la mode, surtout dans les bâtiments durables. Il présente aussi dans la même des décorations, puisqu'il a plusieurs couleurs de choix, comme le vert, le rouge, le jaune, le marron, aussi l'ocre. Donc, il y a plusieurs couleurs à base de pigments naturels. Donc, il n'y a pas d'effet négatif pour la santé et le confort des occupants. On va passer par les matériaux de protection et de traitement de bâtiments durables et quels sont
les polluants qui peuvent nuire la santé des occupants. On sait très bien que les matériaux de protection, quels que soient, ce sont des matériaux basiques, quel que soit on traite avec les bois ou traitement thermique ou par les huiles ou par les sels aussi. On fait aussi par les peintures, par les goudrons, c'est une mode de protection, par les lasures, par les vernis même. Mais tous ces types de protection et traitement ont des avantages et des inconvénients. On va tout d'abord engendre le bois, le traitement par le bois. On sait très bien que le bois, il est conseillé puisque c'est un matériau renouvelable et naturel. Mais le principe de base, lorsqu'on fait le traitement par le bois, une chose à éviter, c'est tout produit constitué des éléments toxiques, surtout. Surtout lorsque ce traitement est fait dans plusieurs années et on n'a pas fait l'entretien. Donc, à travers les années, il peut produire des éléments toxiques. Aussi, lorsqu'on le fait avec le chaleur, avec les effets conjugués des chaleurs et de l'humidité à l'intérieur de bâtiments, il peut avoir aussi des éléments toxiques plus grandes. Donc, c'est à éviter. Certains produits comme les huiles et le goudron sont utilisés depuis longtemps aussi pour protéger le bois surtout. On fait une couche de huile après le bois ou une couche de goudron. Mais il existe des produits naturels connus aussi, mais qui ne fait pas des effets toxiques pour la santé. On appelle ça le traitement naturel ou le traitement biologique. Et ce type de traitement, il est de plus en plus professionnel et devient disponible aussi pour le grand public à travers les magasins de bricolage. On peut chercher et avoir le produit convenable. Il faut lire bien qu'il est à base naturelle et biologique. Donc, le traitement thermique. Le traitement thermique, c'est un autre type de traitement. C'est un autre type de matériau aussi. On sait très bien que le chauffage des bois, lorsqu'on fait le chauffage des bois, il améliore la durabilité et la stabilité de bois. Donc, ce processus, il doit être fait avec un degré de température très respecté. Elle est entre 150 et 200 degrés au milieu aqueux. Après, on fait le processus de chauffage, on fait le suivi d'un séchage naturel pour faire le sécher. Donc, puis on le fait passer dans le four au milieu sec. C'est le concept de traitement thermique. Tout ce processus a pour résultat de fragmenter un produit qu'on appelle l'hémicellulose, qui est en l'alliant à la lignine, et il développe des champignons. Tous ces champignons, on sait très bien qu'il y a des types de champignons qui sont toxiques pour la santé, et les champignons ne sont pas visibles, il faut le faire, ils sont microscopiques. Donc, lorsqu'on fait le chauffage ou le traitement thermique, il va couper et fragmenter la production de ces champignons. C'est pour cela il est vraiment conseillé d'avoir un traitement thermique
des bois. Seul inconvénient dans ce processus de traitement thermique, c'est que le bois traité sera un moins bon régulateur d'humidité. Il faut bien utiliser des bois non traités surtout, car les bois traités ont des effets aussi négatifs pour la santé. Autre type de matériaux de construction, ce sont les huiles. Les huiles, ce sont des types de matériaux de construction, plutôt matériaux de protection du traitement. On fait les couches de huile pour protéger le matériau. On fait ça, ça s'appelle le traitement par surface, mais à la fois une simple implication économique et écologique aussi. Et comment faire ça pour ne pas avoir de pollution? C'est ça le but. Il ne faut pas avoir des matériaux polluants pour la santé et le bâtiment. Donc, les huiles, par imprégnation non filmogène, c'est un type d'huile qu'on le fait traiter de surface. Ils permettent à la fois de protéger le bois de l'eau, lorsqu'on jette de l'eau dans le bois, par simple effet mécanique, mais aussi ils laissent passer la vapeur d'eau et permettent le bois de sécher. Donc, elle est écologique et aussi naturelle et il n'y a pas d'effets négatifs pour la santé. On peut avoir ce type d'huile, ça s'appelle l'huile de lin ou l'huile de bois, qui est plus réservée sur les bois intérieurs. On le fait le traitement sur les bois intérieurs. Ou même on le fait aussi dans les bois extérieurs qui ont sous abri. On sait très bien aussi que l'huile, elle dure longtemps pour les revêtements de sol, donc c'est conseillé de l'utiliser aussi dans le traitement des revêtements de sol. Mais puisqu'aujourd'hui on va traiter une première partie de santé et confort des matériaux, les revêtements de sol, on va le traiter dans une prochaine session. Autre type de protection, ce sont les sels, le goudron et les peintures. Les sels, ce sont des matériaux poudre, on sait très bien, c'est un poudre blanche, donc elle est diluée dans l'eau et on peut le faire le badigeonnage sur le bois sans effet négatif, quels que soient les effets répulsifs contre les insectes et aussi elle dure longtemps, le produit dure longtemps. Donc, il est très conseillé. Certaines personnes ne savent pas cette information. L'utilisation des sels est très conseillée. Et aussi, l'utilisation est très réservée à l'intérieur, dans les locaux non humides, surtout. Pourquoi? À cause de sa solubilité dans l'eau. Donc, il faut utiliser le sel à l'intérieur. Mais il y a certaines restrictions dans l'utilisation de sel pour ne pas avoir des effets négatifs pour la santé, c'est d'éviter les sels de cuivre et éviter aussi les sels de chrome et les sels d'arsenic. Ce sont des produits toxiques et polluants pour la santé et le bâtiment. Ils sont très toxiques pour la santé surtout. Il peut avoir la production de cancer chez les occupants de bâtiments à longue durée. Donc, il faut faire attention au type de sel utilisé pour le traitement et la protection de notre matériau. On passe par le goudron. On sait très bien que le goudron, il est très connu comme un matériau de protection et protection contre les putréfactions, des piquets, des clôtures surtout, et aussi pour les coques de bateaux. On utilise aussi le goudron, c'est un dérivé à base de goudron et le goudron, il est à base de bitume. On sait très bien que le dérivé de bitume, il est
de base de pétrole en produit de bitume à travers le pétrole. Donc, il n'est pas recommandé, il est très déconseillé pour les usages, pour l'utilisation d'intérieur dans le bâtiment. On sait très bien que le bitume, c'est un matériau toxique et polluant. Même le pétrole, il est à base de pétrole. Donc, il n'est pas recommandé, c'est déconseillé d'utiliser ce type de protection. On peut le faire remplacer par autrement. Les peintures. Les peintures, c'est un grand choix. On ne peut pas faire la décoration de notre bâtiment sans peinture, mais il y a des types de peintures qui sont naturelles et qui n'ont pas d'effet négatif pour la santé des occupants. Et aussi, elles sont proposées dans le marché public et lorsqu'on cherche de la décoration avec des peintures naturelles, on peut le trouver. Mais il y a une astuce à faire attention, c'est il faut, lorsque tu achètes de peinture naturelle, il faut lire bien qu'il contient au moins 90% de produits naturels. À moindre de cette pourcentage, il peut avoir des effets négatifs pour la santé. Surtout des adjectifs. On passe pour autres traitements, les lasures et les vernis. Les lasures et les vernis, ce sont des types aussi de protection des traitements. Les lasures, ce sont des produits non filmogènes. Elles laissent le bois respirer, donc elle fait respirer le bois. Donc, ils sont fongicides, c'est-à-dire n'engendrent pas des effets toxiques pour la santé. Et aussi, les lasures sont anti-bleuissement. Mais il faut faire attention lorsqu'on utilise les lasures. Les lasures, il faut l'utiliser, les lasures satinées ou top coat. On trouve dans les boîtes, lorsqu'on achète des lasures, il est écrit top coat. Ce sont semi-filmogènes. Ce type de top coat, lorsqu'il est écrit, il est semi-filmogène, donc il porte le code, autre code, donc ils sont anti-bleuissement et ils sont classés dans la partie anti-bleuissement. Donc, et puisqu'ils sont anti-bleuissement, donc ils n'engendrent pas des effets négatifs pour la santé. Et aussi pour la protection de bois. Donc, pas de recommandation, il est conseillé à utiliser. Finalement, on va conclure avec les vernis. Les vernis, c'est une étape dernière, c'est une dernière étape dans la décoration. On utilise les vernis. Les vernis sont composés des liants, à base de liants, et à base de plastifiants et à base aussi de solvants. Ce sont des solvants diluants mélangés avec l'eau. Donc, on peut trouver des adjuvants secondaires comme le silice et aussi des agents plutôt absorbeurs qui absorbent, surtout elle absorbe le rayonnement ultraviolet. Et aussi, il y a des agents de douceur ou de résistance à la rayure. Aussi, on peut utiliser les vernis avec des agents de ponçage et des agents de brillance. Ils sont très conseillés et non toxiques. Autrement, il y a des autres types, les agents de viscosité. Ils assurent la viscosité de matériaux, surtout pour la phase d'application. Donc, les vernis, lorsqu'on fait la couche de vernis, elle est transparente. On sait très bien qu'elle est transparente et épaisse. Et aussi, c'est une couche dure
et une couche filmogène. Donc, où on utilise les vernis surtout dans la finition des parquets, dans la finition des plaintes, dans la finition des plaintes surtout, dans la finition des ouvrages en bois. Toute cette étude, tous ces usages leur donnent un aspect mat, quel que soit satiné ou brillant. Donc, ils protègent les taches, mais il y a une recommandation dans l'utilisation de vernis, c'est que le vernis empêche le bois de respirer, et c'est très important. Lorsque le vernis empêche le bois de respirer, donc il le rend inodore, il n'y a pas de respiration, et il peut s'écailler, le bois peut s'écailler, et on peut voir ça visiblement à travers l'œil et à travers le temps aussi. Ce écaillement, ce type d'écaillement qui engendre avec le vernis, il est sous l'effet des ultraviolets et aussi de la température et l'effet de temps. Donc, il faut faire attention à l'utilisation des vernis pour une meilleure application qui ne nuire pas la santé, quelle que soit la santé des occupants ou la santé de bâtiments durables à l'intérieur. Car tout matériau qui ne respire pas, il peut avoir des effets négatifs sur la santé humaine. J'espère très bien que cette session sera informative et conseillée pour avoir les bonnes pratiques et les bons usages à travers notre choix des matériaux non polluants et non toxiques pour assurer et acquérir le confort et la santé des bâtiments durables et aussi le confort et la santé des occupants et les futures générations surtout. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Pour la prochaine session, ça doit être une santé aussi, on va engendrer la santé et le confort dans les bâtiments durables, mais avec des bons conseils, avec aussi des autres détails qui sont très principaux pour la santé et le confort humain. Merci pour votre attention et au revoir.